Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les deux intervenants du jour. Nous avons Claire Moras du CESO, qui est le conseil expertise au service de l'eau souterraine, et Henriette Schubert, qui est chercheur honoraire, qui était chercheur honoraire à l'Université de Bordeaux avec une formation de géochimiste et qui a travaillé sur l'estuaire de la Garonne. Alors Claire, si vous voulez bien démarrer, vous allez nous présenter un petit peu ce qu'est le CESO, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Donc, le CESO, c'est une association, loi 1901, que j'ai fondée il y a une dizaine d'années, pour laquelle je suis salariée à mi-temps. C'est une association d'éducation à l'environnement. Donc, on intervient auprès des scolaires, auprès des usagers de l'eau, tout public. On travaille beaucoup avec les collectivités locales. Pour sensibiliser les populations à la préservation de la ressource en eau. Donc autant du point de vue quantitatif. Nous avons d'ailleurs un espace info économie d'eau sur le festival que je vous invite à aller voir. On fait des dégustations d'eau et on informe, on sensibilise les gens sur les économies d'eau à domicile, le matériel et les gestes. Et on intervient aussi sur la thématique de la qualité de l'eau, d'où ma présence aujourd'hui, et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler par la suite. Je vais peut-être passer le micro, c'est l'idée. Voilà. Bon. Je vais faire une présentation un peu rapide aussi. La fonction que j'occupais à l'université, j'étais chercheur au CNRS et je m'occupais de la qualité de l'eau et notamment des problèmes de cycle de carbone, de pollution métallique, etc. Et maintenant, je suis un heureux retraité, mais en même temps, je travaille avec un groupement qui s'appelle Acclimatera, qui est un groupement d'une vingtaine de scientifiques, tous d'Aquitaine, couvrant à peu près tous les domaines. On trouve là des gens qui travaillent sur la vigne, sur la forêt, sur l'agriculture, sur les eaux, évidemment, alors eau de surface, eau profonde, etc. Et nous sommes chargés en fonction du changement climatique qui se dessine, je pense que les personnes qui nient le changement climatique, c'est une bêtise notoire. Il est là, il est présent, on le mesure, il a un impact sur la qualité de l'eau, la quantité de l'eau, etc. Et il est tout à fait important que tout le monde prenne conscience de ce phénomène. Alors évidemment, ça aura un impact sur les enjeux de santé, etc., choses qu'on vous développera et pour lesquelles on répondra à vos questions. Alors, vous avez évoqué tous les deux la qualité de l'eau. Je vais vous laisser la parole en premier, si vous voulez bien. Vous allez peut-être nous parler de l'évolution de la qualité de l'eau sur l'estuaire de la Garonne. Et Claire, si vous voulez bien, vous rebondirez après avec les propres informations que vous aurez à nous donner. Ok, alors la qualité de l'eau, ça fait à peu près 30 ans, 35 ans que je travaille sur Garonne, Dordogne, estuaire de la Gironde. Je ne travaille pas uniquement sur ces endroits-là, puisque j'ai travaillé à peu près sur tous les estuaires du monde, mais l'essentiel de mon travail est sur notre région. Et je travaille là-dessus depuis, je vous dis, une trentaine d'années, et j'ai suivi un petit peu les progrès de la connaissance sur ce qui se passait dans notre région. On a commencé à faire les bilans de ce qui rentrait dans l'estuaire. Vous avez sans doute connaissance de ce qu'on appelle le bouchon vaseux. Vous en avez entendu parler ou pas du tout? Non? Alors c'est tout simple. Dès qu'il y a des pluies, et plus elles sont fortes, plus il y a érosion de nos sols. Et toutes les matières que vous voyez en suspension dans l'eau, là, elles viennent en fait de nos sols, de notre région ici. Sachez que, par exemple, dans l'estuaire de la Gironde, il rentre à peu près 3 millions de tonnes de matière en suspension chaque année.
avec comptant entre 500 000 et 800 000 venant de la Dordogne et le restant venant de la Garonne. Alors, on a calculé comme ça des indices d'érosion des sols en moyenne sur tout le bassin versant Garonne-Dordogne, etc. On atteint le chiffre de 50 tonnes par kilomètre carré par an de matières qui sont amenées. Et évidemment, ce chiffre est très variable d'une région à une autre, d'un endroit à un autre. Si, par exemple, on parle sur le système Adour, etc., on s'aperçoit que dans les Landes, sol très plat, etc., on a 10 tonnes par kilomètre carré par an, mais dès qu'on a des systèmes un peu pentus ou à sol très érosif, on peut avoir plus de 300 tonnes par kilomètre carré par an. Sachez que sur le bassin de la Seine, en comparaison, les chiffres sont plutôt de 10 tonnes. Et nous, on est à 50, donc 5 fois plus. Et quand on est à 300, ça devient 30 fois plus. Donc on est dans une région érosive. Et toute cette matière qui arrive là, elle est, je dirais, elle est pas agressive. C'est juste des particules de sol, mais si jamais les sols sont contaminés, à ce moment-là, ce sont des grandes quantités de matières polluantes qui peuvent arriver. Alors, une pollution majeure pour notre estuaire, c'est une pollution au cadmium. Le cadmium, c'est un métal qui est l'origine de cette arrivée massive de cadmium. Elle vient de Decazeville, donc de par la vallée du Lot. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de très très haut et qui arrive en masse là parce qu'autrefois il y avait des mines, etc. Et puis il y a eu des industries qui ont travaillé et ce cadmium arrive là dans l'estuaire. Il arrive avec les particules et il n'est pas dangereux parce qu'une fois qu'il est sur les particules, il reste tout à fait anodin. Mais il a une grande malchance, ce pauvre cadmium, quand il arrive dans l'eau salée, quand il rencontre l'eau salée, ce qui est le cas de notre estuaire, évidemment, on dit il se désorbe, c'est-à-dire qu'il passe à l'état dissous. Et s'il passe à l'état dissous, à partir de ce moment-là, il va être terriblement contaminant. Notamment, vous allez avoir les huîtres, les moumoules, etc., qui filtrent les eaux là et qui vont s'enrichir en ce métal. Et c'est ainsi que dans l'embouchure de la Gironde, on a des huîtres qui ont un record mondial de taux de cadmium. Et donc, on ne peut plus travailler dessus. Alors cette chose-là, ça fait des années qu'on l'étudie. On a compris les systèmes, etc. En même temps, on a fait suffisamment de battage pour que tous les organismes qui, à la base de ces problèmes-là, qui font de la gestion de l'eau, l'agence de bassin, etc., on a pris des décisions en disant, bon, ben, écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire, il faut travailler à la source, et il faut à tout prix diminuer cette entrée de cadmium. Alors ça c'est fait, il y a eu 10 thèses sur ce paramètre-là. Moi je n'en fais pas partie de ce groupe qui a travaillé là-dessus, mais tout a été étudié longuement, etc. Et maintenant on arrive à... Les taux d'entrée ont considérablement baissé. Et en même temps, on a travaillé sur les choses qui seraient bonnes à faire, etc. Et les taux maintenant qu'on enregistre dans l'embouchure sont un peu au-dessus de la norme européenne, mais très peu. La norme européenne étant quelque chose d'un peu complexe parce que les gens décident que c'est tant, comme ça. Et puis tout d'un coup, on a décidé que c'était plus que la moitié. Alors que nous, on était tout contents en disant ça y est, on est au-dessous de la norme, et la norme, ils l'ont divisée par 2, ce qui fait qu'on est quand même encore un peu au-dessus. Mais on a démontré que vraiment c'était un problème qu'on prenait à bras le corps et que maintenant, quand même, on essaie d'arranger les affaires. Alors tout ça, c'est très bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques années, quand des scientifiques venaient se mêler de faire des mesures, etc., les gens étaient un peu
un peu contre. Moi, je me souviens d'une époque où j'ai dit à Bordeaux, il faut faire des mesures absolument, parce qu'en dehors de ce qui vient de l'amont, il y a aussi le phénomène Bordeaux, avec des centaines de milliers d'habitants, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas de traces là-dedans. Et à l'époque, un peu lointaine quand même, mais dans les années 1990, on m'a dit, bon, écoutez, monsieur Etchebert, faites des mesures à l'amont de Bordeaux, à l'aval de Bordeaux, mais pas sur Bordeaux. C'était le discours là qui venait de la Cube, donc le truc était très clair. Allez mesurer à droite, à gauche, mais maintenant, tous les rapports ont complètement changé. On travaille main dans la main, on travaille avec maintenant c'est Bordeaux Métropole, on travaille avec l'agence de l'eau, on travaille avec tous les gens, et je pense que c'est ce mélange de scientifiques, de gestionnaires, d'élus et même de citoyens, ces contacts fréquents, etc., qui font que je ne suis pas pessimiste pour le futur, bien que je vais vous montrer qu'il y a des dangers quand même, parce que j'ai l'impression que maintenant on prend quand même le problème à bras le corps et qu'on va y arriver. Alors mon dernier leitmotiv, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est que maintenant ce qu'il faut former, c'est la jeunesse, hein, les enfants, parce que finalement tous ces problèmes, c'est eux qui vont en pâtir le plus, notamment les histoires de changement climatique. Alors, petite spécificité sur le fonctionnement de l'estuaire. Donc, vous avez plein de matériel qui rentre de l'amont, puis vous avez une grosse source de polluants éventuels, c'est Bordeaux. Je vous en parlerai un petit peu. Et ce qui se passe, c'est que quand ça arrive, tout ce matériel arrive dans l'estuaire, il y reste longtemps parce qu'il y a le phénomène des marées, le flot, le jusant, dans l'autre sens. Alors, par exemple, les particules, je vous ai dit, il y a 3 millions de tonnes de matériel qui rentrent, et dans l'estuaire, il en existe 5 millions de tonnes, et on appelle ça le bouchon vaseux. Et ce bouchon vaseux, il est là, dans l'estuaire, etc. Et ce qui se passe, c'est que le changement climatique, il y a deux choses. La température des eaux est en train de s'élever, c'est clair et net. En l'histoire en 20-30 ans, on a gagné 1,5 degré de température en moyenne d'élévation de la température. C'est très important. Ça a une incidence sur l'écologie, le fonctionnement de presque tout. Plus la température des eaux s'élève, moins il y a d'oxygène dans les eaux. Donc ça, c'est très gênant quand même. Et donc, il y a le fait qu'il y a une marinisation qui est de plus en plus intense. Par exemple, il y a quelque temps, à Bordeaux, les maximums de salinité qu'on a enregistrés en été, quand il y avait que les débits des fleuves sont très faibles, donc ça veut dire l'action de la mer est beaucoup plus forte, on a analysé 1,5 de salinité, 1,5 à Bordeaux au maximum. Maintenant, on enregistre 5 pour 1000 au maximum, et ça ne se passe que quelques jours par an. Donc c'est pas fréquent, mais c'est ce qui va arriver de façon de plus en plus prononcée dans le futur. Donc ça veut dire que déjà, il faut qu'on se prépare à ça et qu'on fasse toutes les actions pour que ça se passe au mieux. Alors, par exemple, les Bordeaux, on est 600 000 habitants, on rejette, on a des stations d'épuration, ok, qui font un super boulot, mais il est évident qu'on n'arrive pas à tout enlever, on n'arrive pas à tout éliminer. Et par exemple, ce changement climatique, ça a une incidence terrible, c'est que si les débits baissent, ce qui est le cas, si la marinisation est de plus en plus sensible, ce qui est le cas, à partir de ce moment-là, autour de Bordeaux, les masses d'eau, pendant l'été, quand les débits sont faibles, vont stagner plus ou moins autour de Bordeaux. Et nous émettons nos déchets en continu. Ce qui fait qu'autour de Bordeaux, on enregistre des paramètres qui sont
de plus en plus prononcée, ce qui fait que la masse d'eau qui reste là autour de Bordeaux, elle est mal vécue par toutes les populations de poissons, par exemple. C'est vrai que vous avez la Loze, par exemple, elle va descendre au moment où les masses d'eau vont stagner autour de Bordeaux. Il est évident que si elle se retrouve en présence de polluants agressifs vis-à-vis de son comportement, si l'oxygène des eaux autour de Bordeaux faiblit, le petit bébé à l'ozone là, qui va arriver, il n'a pas un pouvoir natatoire très fort, donc ça veut dire qu'il va rester coincé dans ces masses d'eau et il va mal le vivre. Et c'est vrai que les aloses dont on a vu une chute spectaculaire des stocks, etc., estimés, elles vivent deux choses très très mal, l'élévation de la température des eaux dans leur frayère au début, etc., et puis ensuite le fait de se retrouver sur un temps beaucoup plus long, etc., dans une eau qui n'est pas dans un état de satisfaction absolument parfait. Donc ces problèmes-là, on a démontré les mécanismes, on en a conscience, les gestionnaires sont au courant de ça. Par exemple, un truc amusant, non, le mot amusant est complètement idiot. Un truc stressant, par exemple, donc pendant l'été, quand il fait chaud, que les débits sont faibles, que les masses d'eau sont là, nous avons les teneurs en oxygène dans les eaux, du moment qu'elles sont chaudes, qui sont bas. D'autre part, nos effluents arrivent là-dedans et ils se décomposent, ces effluents. Si vous avez du NH4, de l'ammonium, l'ammonium, il va s'oxyder en NO2, et dans ce cas-là, il va pomper de l'oxygène de l'eau, dont les teneurs vont baisser. C'est ainsi que, par exemple, en 2006, j'ai mesuré que pendant un équivalent de 4-5 jours par an, il n'y avait plus que 15% de taux d'oxygène dans les eaux autour de Bordeaux. Ça veut dire que 80% d'une eau normale, elle est 100% de son taux d'oxygène. Là, c'était descendu à 15%. Donc, ça veut dire que toutes les populations biologiques sont complètement stressées là-dedans. Alors, on a progressé énormément sur toutes ces choses-là parce que, par exemple, on a installé 4 stations de mesure en continu où on mesure la température des eaux, la salinité, l'oxygène et les teneurs en matière en suspension. On a une mesure toutes les 10 minutes qui arrive directement dans notre laboratoire, et ça en 4 points de l'estuaire, à Bordeaux, à l'amont de Bordeaux, à Pauillac et à Libourne. Et on est en train d'installer une 5e station dans l'embouchure. Alors, les données, non. Il faut que vous demandiez l'autorisation et vous pouvez les avoir. Mais surtout, si vous avez envie qu'on vienne vous exposer les principaux résultats qu'on a, etc., ça sera avec plaisir. On est là pour venir vous les exposer. Parce que ce sont des Formule 1, ces stations d'épuration. Elles ont un coût un peu démentiel. C'est à peu près 100-150 000 € pièce chacune. Elles sont hors d'eau, etc. Donc là, on assure vraiment la qualité du matériel. Mais j'adore ces observations parce que elles sont là, maintenant, là. On est là depuis 2004. Donc on a quand même 13 ans de manip et on est en train de travailler pour le futur. Moi, j'ai l'impression que nos enfants, dans 20-30 ans, quand ils voudront mesurer ce qui se passe là dans 30 ans, ils auront ces banques de données qui leur permettront de bien voir comment ça a évolué. Moi, je suis très, très embêté quand on me dit quelle était la salinité à Bordeaux il y a 30 ans ou 40 ans. Ben, je dis, je suis embêté, là. Il n'y a pas de mesure. Donc, que voulez-vous que je dise ? Maintenant, on les a, quoi. Et on comprend beaucoup mieux. Alors, quand on s'est aperçu, par exemple, que Bordeaux faisait un peu tâche, obligatoirement, vu du nombre d'habitants, etc., on a dit, on va lancer un programme qu'on a lancé, qu'on a mené pendant 3 ans,
On était une quinzaine de chercheurs de l'Université de Bordeaux et de l'IRSTEA, les gens du CEMAGREF, là, Bordeaux. On était donc que des Bordelais. Et on a couvert tous les paramètres autour de Bordeaux. On a travaillé sur 10 km amont, 10 km aval. On a regardé la biologie, on a regardé la géochimie, on a regardé tous les polluants possibles. Et le problème des polluants, c'est que l'homme invente chaque année des centaines de molécules différentes et on est bien incapable de dire ce qu'elles sont susceptibles de faire dans l'eau, puisque déjà il faut un laps de temps très long pour savoir mesurer. Mesurer du cadmium dans l'eau, on pourrait croire que c'est facile. Non, non, c'est très compliqué parce que c'est une quantité très faible. Et cette quantité très faible, elle est toxique. Donc ça veut dire qu'il faut des efforts analytiques énormes. Donc c'était intéressant, la manip qu'on a faite, on a appelé ça étiage, ce programme-là. On était donc une quinzaine de chercheurs là, et on a fait un panel énorme de polluants et on s'est aperçu que notamment les médicaments, c'est un impact énorme sur la qualité des eaux, parce que les médicaments, nous les absorbons, nous principalement, mais nous les rejetons à un moment donné, et ça arrive dans l'eau, parce que les stations d'épuration en épurent certaines très très bien, mais d'autres pas du tout. Donc on s'est aperçu qu'autour de Bordeaux, il y avait des taches de médicaments là, qui se trouvaient présentes dans les eaux. Là encore, impact direct sur la biologie, parce que ces médicaments ont des effets sur les animaux. Il paraîtrait qu'il y a des animaux qui changent de sexe à cause de ces médicaments-là. Il y en a quelques-uns, sans doute, qui ne les arrangent pas non plus dans leur fonctionnement global. Donc, automatiquement, nous marquons. Mais ce qui se passe, c'est que le fait que nous nous trouvions entre scientifiques, gestionnaires, élus, et que tout le monde prenne conscience de ça, on arrive à des améliorations déjà très notables. Par exemple, on a signalé que pendant la journée, il y avait 2 fois le courant, montée, descente, etc. C'est à 2 périodes pendant la journée. Et par exemple, on a suggéré aux gens de la Lyonnaise de dire très bien, de Suez maintenant, quand vous rejetez plutôt en aval et pendant le jusant plutôt que pendant le flot. Parce que une masse d'eau qui est rejetée, quand il n'y a pas d'eau dans le fleuve, etc., elle passe et repasse 17 fois la même masse d'eau devant Bordeaux. Et chaque fois, elle s'enrichit en polluants. Donc ça, c'est pas bon. Et par contre, si on n'émet que pendant le jusant, les polluants vont plus loin, etc., ils se dissolvent, etc. Et dans ce cas-là, l'impact est bien moindre. Alors, sachez une chose, c'est que mon propos là, ça a l'air un peu pessimiste, etc. Et je ne veux pas qu'il le soit du tout, parce que, on travaille bien ensemble maintenant, ce qui n'était pas il y a 30 ans, quand on me disait, M. Etchebert, allez mesurer ailleurs, mais fichez-nous la paix ici. Ce n'est plus du tout le cas. Et on s'est aperçu, par exemple, j'ai travaillé sur l'ESCO, et l'ESCO, à un moment donné, il était dans un état catastrophique, par exemple, au niveau de Anvers. C'était l'horreur intégrale. Il y avait presque plus d'oxygène dans les eaux. Il y avait des quantités de pollution absolument monstrueuses, etc. Mais on a fait ces mesures et tout, on les a publiées. Les élus ont pris conscience de ce qui se passait. Il y a eu une super installation de station d'épuration pour la ville de Bruxelles. Ils ont une rivière qui s'appelle la Seine, qui se rejette dans l'Escaut. Et quand les traitements des eaux étaient mal faits à Bruxelles, c'est donc un véritable cloaque qui débarquait dans l'Escaut. Et
Donc, ils ont amélioré considérablement la qualité des rejets, etc. Donc, la qualité de l'eau s'est améliorée. D'autre part, les agriculteurs ont pris complètement conscience que les engrais qu'ils mettaient en hyperabondance, c'était pas la peine d'en mettre autant et que malgré tout, les indices de production restaient très très bons. Donc tout ça, le fait que tout le monde ait discuté ensemble, ont fait que l'ESCO s'est considérablement arrangé. Les teneurs très très basses d'oxygène ont considérablement remonté. Et donc, ça veut dire que prendre conscience, essayer d'arranger, ça marche. Ça marche, quand on s'y met tous. Ce que je vous ai dit à Bordeaux, le 15% de taux d'oxygénation que j'ai observé à un moment donné, c'était quand même dans des conditions bien particulières. Il faut savoir que 300 jours par an, l'oxygénation des eaux est bonne. C'est quand donc il fait chaud, les débits baissent, etc., qu'il peut y avoir choses graves. Ce qu'il y a, c'est que dans le futur, la température des eaux devrait continuer d'augmenter puisque les propos du GIEC, là, dans le groupe Acclimatera là, qui étudie l'impact du changement climatique en Aquitaine, on démontre très bien que ça va augmenter. Mais traiter mieux les effluents, faire attention à certaines limites, à faire des soutiens d'étiage efficaces, etc. Tout ça peut aider à minimiser les effets. Donc, ce que je me dis, c'est que le contexte, augmentation de la population, changement climatique défavorable, etc., évidemment, c'est pas bon, mais là où j'ai bon espoir, c'est qu'on connaît de mieux en mieux les phénomènes et surtout qu'il y a maintenant une bonne cohésion entre scientifiques, gestionnaires, élus et le citoyen. Et dernière chose, donc, le dernier effort qu'il va falloir faire, c'est aussi, je rabâche toujours ça partout, c'est d'éduquer nos enfants, c'est-à-dire ce que j'aimerais, c'est que l'éducation nationale monte des bons programmes qui feraient que les jeunes, là, lycéens, collégiens, etc., prennent complètement conscience de ces faits-là et qu'il va falloir s'adapter et il va falloir réagir. Et ça, on a commencé à faire des trucs chouettes avec l'éducation nationale, mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'elle prenne complètement conscience, c'est-à-dire le milieu professoral, que ce qu'on emploie, que ce qu'on on enseigne dans l'éducation nationale sur SVT, par exemple Sciences et Vie de la Terre, là, je trouve qu'il y a un gros pourcentage du programme qui n'est pas fait pour que nos jeunes là deviennent des bons écolos convaincus qu'il faut s'adapter à ces changements. Hein, on leur apprend l'acide désoxyribonucléique, toutes des choses. On en fait des petits médecins, quoi. Et finalement, à la fin, il y a 2% des enfants qui vont être concernés par ça. 98% ou plus ne seront pas médecins dans le futur. Donc je trouve qu'on tape un peu à côté de ce qui serait essentiel d'enseigner. Et il y a des tas d'organismes, pas vrai, hein, Graines, etc., qui font des tas d'efforts avec les enfants, mais je trouve qu'on n'en fait pas assez et que ça devrait être mis dans les programmes, qu'on les fasse travailler sur leur environnement, le changement climatique et qu'ils fassent des choses. Il y a 25 ans de ça, j'avais à peu près 1000 lycéens qui travaillaient sur tout le Grand Sud-Ouest pour mesurer l'érosion des sols. Ils ont fait ça pendant 3 ans et ils n'ont jamais autant parlé des fleuves, de l'environnement, etc., que quand ils ont fait cette action-là. Et je pense que ça, il faut le relancer, ces manips. Bon, j'ai parlé comme ça. Non, c'est bien. Non, c'était bien. Je ne sais pas si je vais faire aussi bien. Donc pour rebondir directement sur ce que disait Henri Etchebert,
Nous, justement, on essaye de travailler avec le jeune public. Donc, dans le cadre de notre association, on intervient dans le milieu scolaire à partir de la maternelle. Donc, on commence très jeune jusqu'au plus grand BTS. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience des enjeux actuels. Donc, comme vous avez dit déjà beaucoup de choses, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. Je pense que la prise de conscience, elle commence à vraiment avoir lieu. Il y a des programmes de recherche. Donc vous avez parlé d'étiage. Il y en a un autre dont je peux parler, dire un petit mot. C'est le programme Regard. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Oui. C'est un programme qui est porté par Bordeaux Métropole et par le LIR, qui est un laboratoire commun lyonnaise, Université de Bordeaux, qui associe énormément de chercheurs qui ne sont pas que des chercheurs scientifiques, donc géosciences, hydrogéologues. Il y a aussi des chercheurs, des sociologues, il y a des sciences humaines et sociales associées. Il y a aussi CapScience, le Centre de culture scientifique de Bordeaux, pour la partie pédagogique et sensibilisation. Et le but de ce programme, qui a démarré déjà, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, est d'étudier les micropolluants, donc qui prend aussi la suite de ce programme, dans le prolongement. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Voilà. Pour essayer d'identifier les sources de ces micropolluants. Donc il y en a à peu près 200-250 à l'étude. Et essayer d'agir contre ces micropolluants. Et comment agir? Donc, d'où les sociologues associés. Les premières analyses qui sont sorties ont déterminé une trentaine de micropolluants prioritaires, notamment, donc vous en avez parlé, il y a les micros lourds, les métaux lourds, les médicaments. Il y a aussi les filtres UV qu'on peut retrouver dans tous nos cosmétiques. Il y en a dans les crèmes solaires. Il y en a aussi dans les crèmes qu'on se met sur le visage, les crèmes hydratantes. En fait, il y en a un peu partout cachés. Et d'autres encore, j'en passe. Mais voilà quelques éléments qu'on peut retrouver. Donc, essayer d'identifier les sources et agir. Dans le cadre de ce programme Regard, il y a les habitants qui sont associés, ce qu'on appelle les familles haut défi. Donc, moi, je fais partie de ces familles à titre personnel. L'idée, c'est de rassembler un panel de personnes. Je crois qu'on est 80 à participer. Et l'idée, c'était d'analyser les pratiques, les usages au quotidien, dans les maisons. Donc, à savoir ce que les gens utilisent chez eux, donc en termes de produits d'entretien, de cosmétiques, de médicaments, produits de bricolage, tout ce qui est pesticides. Est-ce qu'on utilise des pesticides pour le jardin? Est-ce qu'on met de l'antipuce à nos chats, à nos chiens? Combien? Donc analyser les produits, les fréquences, les dosages. Donc on nous demande de peser, de noter tous les jours qu'est-ce qu'on utilise via une application qui a été développée par CapScience. Donc là, on vient de terminer la première phase, qui est la phase d'usage, fréquence et pesage. On va entamer une deuxième phase, qui est la phase de changement des comportements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer tous ces rejets? Donc là, il y a différentes méthodes qui sont justement essayer de réduire les fréquences, donc moins utiliser tous ces produits au quotidien, essayer de réduire les doses, ou au moins respecter les doses qui sont indiquées sur les notices d'utilisation. Mais on peut en mettre moins, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez les shampoings, des fois il y a un embout gigantesque et quand vous en mettez dans la main, vous avez la pomme qui est remplie. Voilà, c'est aberrant, une pointe suffirait. Ces petites choses comme ça, donc réduire les doses. On peut aussi substituer les produits, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 50 produits pour la douche, quand on voit autour des baignoires, il y a 3 shampoings, 3 gels douche, des savons, des après-shampoings, des démêlants, il y a tout ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça?
A priori, non. Il y a quelques produits qui peuvent se substituer, donc l'idée c'est d'essayer de remplacer. Donc pour les cosmétiques, ça reste encore un peu compliqué, mais il y a plein d'assauts, et notamment la nôtre en question, qui essaie d'informer, sensibiliser et former un peu à l'utilisation, à la fabrication de produits. Pour les produits d'entretien, c'est beaucoup plus simple, hein. Il y en a peut-être qui utilisent déjà du vinaigre blanc, des savons noirs ou du bicarbonate, qui sont des produits basiques et naturels, qui ont un impact moindre sur l'environnement. Donc essayer de remplacer petit à petit les produits qu'on a chez soi. Pour les médicaments, c'est un peu plus compliqué. Forcément, il y a des traitements dont on ne peut pas se passer. Après, c'est peut-être essayer de réduire. Peut-être pas prendre une aspirine dès qu'on a un petit mal de tête ou des choses comme ça. Essayer de donc substituer les produits. Donc on est dans la phase où justement les familles essaient de changer. Donc là, on va voir comment ça se passe. Est-ce que c'est facile au quotidien ? Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher ? Donc pour ça, on a déjà nous la réponse, hein, en tant qu'association. On se rend bien compte que ça coûte moins cher d'utiliser moins de produits et d'utiliser les quelques produits de base pour faire à peu près tout ce qu'on a à faire dans la maison. Donc voilà, et la dernière phase, eh bien, ce sera, je crois, une sorte de bilan et puis un compte rendu public. Donc tous les résultats d'analyse de ce programme seront rendus publics par CapScience, qui justement a prévu de mettre en place des supports de communication, une expo, et puis mettre en avant justement ces changements de comportement au quotidien que tout le monde peut mettre en place. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, on est aussi acteur, et c'est ça dont il faut prendre conscience et qu'on essaie d'expliquer aux enfants. C'est que la plupart de ces rejets de polluants viennent en partie des maisons. Alors il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a les hôpitaux, il y a les industriels, il y a l'agriculture, il y a les eaux pluviales. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Mais sur le domestique, là, à part nous, il n'y a pas grand monde qui puisse faire quelque chose. Donc c'est vraiment au quotidien, enfin, dans ce qu'on consomme. Donc mieux consommer, moins consommer et mieux consommer, voilà. Elle a entièrement raison dans tout ce qu'elle dit, et nous sommes un tiers de l'histoire, hein, ce qui est rejeté par le domestique, après l'industrie, après l'agriculture. Mais c'est vrai que les agriculteurs, on n'arrête pas de les stresser en disant il faut changer ceci, machin, cela. L'industriel, il est quand même surveillé aussi, et je pense que nous, il faut aussi que nous changions nos comportements. Et là, je maintiens, l'éducation nationale a un rôle à jouer. Parce que je ne vois pas pourquoi toutes ces recommandations, etc., ne seraient pas inscrites dans des programmes où on dit aux gens il faut faire attention. J'ai une petite histoire rigolote sur le fleuve Garonne, enregistre tous nos comportements. Hélène Budzinski, qui est la maîtresse sur toutes les émissions de médicaments, etc., dit que pendant l'hiver, dans les eaux d'hiver, on voit plein d'antidépresseurs dans les eaux. On les mesure. Et pendant l'été, on voit des contaminants beaucoup plus festifs, style cocaïne, etc. Mais je veux dire, la Garonne l'enregistre. Alors à des taux hyper faibles et tout, c'est très dur de le mesurer, mais il n'empêche que la Garonne enregistre notre façon de vivre. Et donc les comportements du citoyen font partie des choses. Quand on discute avec Suez, à la Lyonnaise, etc., avec le laboratoire LIR, et que je leur dis, par exemple, vos conduites, qu'est-ce qui se passe, quels sont leurs états, etc. Ils me disent un problème très très important, ce sont les graisses. Parce que ça vient coller, etc., ça va obturer tout. Qu'est-ce que vous en faites quand vous avez fait les frites et que vous voulez changer la friture, etc. Je pense qu'en fait, il y a la plupart des gens qui jettent ça. Pop.
on met ça dans l'évier et hop, ça part dehors. Quand vous avez fait cuire une viande, etc., et qu'il reste de l'huile, vous le mettez. Qu'est-ce qui empêche de mettre ça simplement dans une bouteille? Alors, je ne vais pas faire de réclame d'une marque au jeu ou machin, ce que vous voulez, et hop, verser ça là-dedans. Et puis, ce truc-là, on le donne à part pour les ordures, et ça, après, ils le font brûler. Et c'est énergétique en plus, etc. Donc, ça aide les champs. Mais si on imagine qu'il y ait l'équivalent de 600 000 habitants qui fait ça, la vie des conduites de la Lyonnaise sera changée. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Et pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est complètement vrai. Et puis il y a aussi, nous, on se rend compte en tant qu'association, on intervient beaucoup dans les milieux scolaires, mais aussi auprès des usagers de l'eau, donc tout public, on se rend compte que les gens ne connaissent pas le réseau d'eau, en fait. On met les choses dans la canalisation, là, l'évier. Ça va où après? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc en fait, on ne se rend pas compte que ce qu'on met dans nos canalisations puisse avoir un impact derrière sur l'environnement. C'est déjà rien que ça, en fait. Expliquer le réseau d'eau aux enfants, mais aussi aux adultes. Sondez les gens autour de vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous répondre que l'eau du robinet, elle vient de la rivière et qu'elle va, ils savent pas où, et c'est peut-être la même qui circule, c'est en circuit fermé. Enfin, il y a beaucoup d'incompréhension et de méconnaissance en fait, du circuit de l'eau ici en Gironde, savoir comment ça marche en fait. Donc, du coup, je vais en profiter, je vais expliquer. En fait, en Gironde, la particularité aussi, c'est que notre eau du robinet, donc là, on a parlé des eaux de façon générale, mais si on parle un peu plus d'eau potable, l'eau vient des nappes profondes. Donc, on a une particularité en Aquitaine qui est un bassin géologique sédimentaire. Donc, on a des couches en fait qui sont des strates qui sont superposées les unes sur les autres et qui sont plus ou moins imperméables entre elles. Donc en fait, on va pomper dans des nappes qui sont profondes, donc qui sont plus ou moins préservées des pollutions de surface. Donc ça, c'est vraiment une chance, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions françaises ou les villes françaises. Donc voilà, ça c'est un point particulier parce qu'on parle beaucoup de pollution, de rejet. Mais il faut faire la différence entre eau de surface et eau potable, d'accord ? C'est pas forcément la même, et donc on est quand même relativement préservé des pollutions de surface en Gironde. Dieu merci. Vous pouvez visiter les eaux la Lyonnaise des Eaux fait des journées portes ouvertes où Suez font des journées et ça vaut le coup d'aller le voir, leur bassin souterrain là. C'est assez fascinant comme spectacle parce qu'il y a des bassins partout. Chaque stade de football ou rugby ou de sport, dessous, en général, il y a des réserves d'eau qui sont là. Et ça vaut vraiment le coup de regarder ça, quoi. Alors, juste une chose, l'éducation nationale, il ne faut pas qu'on la charge trop, elle apprend ces choses-là. Mais moi je dis c'est complètement... c'est trop peu. Hein. On leur fait, les petits, on leur a fait le cours de comment marche l'eau, etc. Mais à mon sens, ça passe là et ça part de l'autre côté. Vous leur demandez 2 ans après, ils ont tout oublié. Alors qu'il faudrait vraiment que ce soit inscrit. Oui, merci. Je voulais vous remercier pour vos 2 exposés là, qui se complétaient et qui sont très intéressants. Mais je voulais vous poser une question. Vraiment, j'y résiste pas. Vous avez beaucoup parlé de la pollution de l'eau de la Garonne, avec beaucoup de précision, mais est-ce qu'il y a une différence avec l'eau de la Dordogne, puisque nous n'avons pas de conurbation, il n'y a pas de case de ville, nous n'avons que des petits villages en amont. Est-ce qu'il y a une différence sur la tenue en oxygène des eaux des 2 rivières? Et puis, je voulais faire une remarque après cette question. C'est pour les médicaments. Je crois qu'il faut beaucoup travailler le circuit des récupérations de médicaments. Parce qu'il y a les médicaments que l'on utilise, et puis il y a ceux que l'on laisse sur les étagères et que l'on jette un peu n'importe comment. Oui. Donc il faut beaucoup
favoriser, je crois, la récupération de médicaments. Il n'y a pas que les huiles qui vont récupérer. Oui, 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 oui. Enfin, une petite remarque sur l'éocène. C'est vrai que nous, ici, on pioche l'eau à 300 mètres de profondeur. C'est une autre grande qualité. Mais le problème, c'est que le niveau de cette eau baisse sans cesse. C'est qu'effectivement, il y a une menace. C'est qu'il y a une inversion de récupération d'eau et qu'on puisse utiliser, et que ce soit l'eau de saline de mer qui remplace l'eau de l'éocène qui nous vient du Massif central. Tout ça est à long terme, mais enfin, la baisse du niveau des eaux dans lesquelles on pioche pour nos puits est une réalité absolue. À Libourne, on est peut-être à 80 mètres, alors qu'on était bien plus près de la surface il y a simplement quelques années. Donc là, il y a une nécessité d'économiser beaucoup l'eau. Et ça a guidé, moi je suis conseiller municipal à Libourne, et ça a guidé notre réflexion sur l'économie de l'eau dans la ville. Et on a fait des efforts pour que la consommation soit la plus limitée possible. Oui, oui, c'est sûr, d'autant plus que c'est cette eau de très grande qualité dont il ne faut pas se servir à tire-larigot, alors qu'on pourrait utiliser une eau beaucoup plus ordinaire. Et absolument, absolument. Oui, 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 oui. Donc, ces choses-là, il faut les travailler, ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, alors, différence Dordogne. Bon, la Dordogne amène beaucoup moins de particules. Il y a toute une série de grands barrages qui font qu'il y a une grande retenue des particules. Et la qualité d'oxygénation de la Dordogne est bonne. Et la Garonne, en fait, à l'amont, l'oxygénation est bonne. Elle ne commence à être problématique que quand on rencontre le bouchon vaseux et quand on passe l'obstacle Bordeaux. C'est sur ces régions-là que les phénomènes sont aggravés. La Dordogne peut éventuellement trouver des taux d'oxygénation légèrement affaiblis quand on arrive dans la zone où remonte le bouchon vaseux. Or, le bouchon vaseux, moi je me souviens avoir fait rire le maire de Sainte-Terre pour lui avoir demandé si au mois d'août on pouvait se baigner dans ces belles eaux de la Dordogne. Il m'a dit, mais malheureux, nous au mois d'août, le Sainte-Terre, c'est très très vaseux. Et ça, il y a 30 ans, 40 ans de ça, c'était pas le cas. Donc ça veut dire que du fait de montée du niveau de la mer, de la marinisation, le bouchon vaseux remonte plus haut et reste plus haut plus longtemps. On a les deux phénomènes qui font que... Mais la Dordogne elle-même, le fleuve, il amène moins de pollution que la Garonne, c'est clair. Et en même temps, sauf la zone où stagne plus ou moins longtemps pendant les périodes estivales, le bouchon vaseux, il connaît des taux d'oxygène, mais par exemple, quand j'observais 15% de taux d'oxygénation à Bordeaux, du côté de Libourne, là, j'avais 60% au même moment. Donc c'était quand même nettement au-dessus. Maintenant, on voit quand même qu'on avait perdu de l'oxygène. Et ça, c'était le bouchon vaseux qui faisait ça. Tandis qu'à Bordeaux, pour avoir 15, c'était les effluents plus le bouchon vaseux qui faisait que là, c'était pas bon. Mais la Dordogne est mieux que la Garonne. Je voulais... Oui. Est-ce que les aleuses remontent plus la Dordogne? Ben, elles sont pas sottes. Je me dis, si elles doivent le comprendre que là, finalement, elles auront moins de problèmes que de l'autre côté, mais bon. Ouais, je vais juste rajouter une petite chose pour rebondir ce que vous disiez sur les médicaments. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne fais pas partie du programme de recherche, hein, mais dans le cadre du programme Regard, je sais qu'il est prévu et je crois qu'ils ont déjà entamé, des discussions. Et voilà. Les chercheurs travaillent avec le CHU de Bordeaux
pour justement essayer de limiter les rejets médicamenteux, donc soit à la sortie de l'hôpital avec des traitements particuliers, soit aussi dans les usages et les pratiques au sein de l'hôpital. Donc il y a aussi un travail avec le CHU qui est un des plus importants émetteurs de rejets médicamenteux. Mais il y a aussi, comme vous dites, le rejet de médicaments à tout va dans les poubelles, voilà, complètement. Oui, en termes de santé publique, le problème des médicaments dans l'eau est un élément clé qui est censé essayer d'être travaillé, mais c'est très long. Parce que, comme vous dites, ça rejoint, on est obligé de travailler avec les gens individuellement. Et la problématique la plus grande, sur tous ces sujets de comportement de santé, c'est d'arriver à faire modifier des pratiques à domicile. Et la difficulté est même que les personnes amènent les médicaments à la pharmacie, au lieu de les jeter à la poubelle. Et c'est un très très fort impact sur l'eau, cette présence de médicaments. Et je voulais juste, pour compléter ce que vous évoquiez sur les nappes phréatiques, ça a été évoqué hier, puisqu'il y avait une table ronde avec Suez. Et donc, elles sont visibles en ligne dans pas longtemps. Et ils pointaient qu'ils étaient en train d'augmenter les recherches pour compenser, puisque effectivement, on est en eau profonde en Gironde, ce qui n'est pas le cas dans toute la France, et qu'ils anticipent, et on est dans une démarche de prévention, ce qui est aussi important, pas du curatif, mais de la prévention. C'était les thèmes un peu d'hier. Je crois que monsieur voulait prendre la parole. Pour aller dans le sens de monsieur tout à l'heure, j'ai eu l'occasion il y a 45 ou 50 ans, alors c'était pas Anvers et l'Escaut, c'était le Rhin et Rotterdam. J'ai eu l'occasion de survoler le port de Rotterdam, je vous dis, dans les années 60. On voyait le Rhin à peu près encore à 2 ou 3 kilomètres en mer, tellement le Rhin, la pollution. J'espère, je n'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais j'espère qu'aujourd'hui, il n'en est plus de même. Effectivement, vous disiez, madame, que c'était une chance que l'on ait ces eaux fossiles, mais il faut bien justement se rendre compte que ce sont des eaux fossiles, c'est-à-dire qu'elles ont mis des milliers d'années pour être là, et qu'à l'échelle humaine, elles ne se renouvellent pas. Et il y a quelques années, effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, c'était de 1 mètre par an le niveau baissé de ces nappes profondes dans l'Éocène, de 1 mètre par an. Paraît-il que ce serait stabilisé à 60 cm, je crois, à l'heure actuelle. Mais c'est encore énorme, quoi. Hein. C'est encore énorme. Donc, il faut effectivement faire très attention à ne pas puiser. Ça a été une solution de facilité, mais ça ne le sera pas toujours. Pour nos enfants et nos petits-enfants, ce ne sera pas la solution dans les siècles qui viennent. Donc, il faudra bien revenir effectivement à des solutions puissage et revenir aux nappes alluviales que nous avions autrefois. Une question, les stations d'épuration au niveau des médicaments, etc., qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Épurer ou pas? Elles ne sont pas dans les normes qui leur sont données, on ne leur demande pas. Mais ce que je trouve fantastique maintenant, c'est cette pluridisciplinarité qui a été évoquée plusieurs fois là, où maintenant on travaille ensemble. Et je veux dire, par exemple, le groupe d'Hélène Budzinski à l'Université de Bordeaux, ils font des efforts déments pour arriver à doser tous les éléments. Il faut savoir aussi que les médicaments changent. Et ces médicaments, ils sont faits en fonction du degré d'amélioration qu'ils donnent à notre organisme, mais on ignore totalement à la base quel est leur impact réel sur le milieu. Quand on crée un nouveau médicament, on n'y pense pas forcément. Est-ce que ce médicament va impacter le milieu ou pas? Donc ça veut dire que très souvent le médicament apparaît, mais il faut 2 ou 3 ans avant que le scientifique arrive à mesurer ce médicament dans les eaux, quoi. Donc c'est un perpétuel combat d'essayer d'être en phase et de voir vraiment ce qui peut être fait. Alors les stations d'épuration derrière maintenant, moi je suis ravi du contact qu'on a.
entre Suez, etc. Nous, il y a quelque temps, les stations d'épuration, elles s'occupaient de traiter le mieux possible l'échantillon, mais elles ne regardaient jamais ce qui se passait sur le milieu naturel. Quand on a fait le programme étiage, on était la première ville en France à faire quelque chose d'aussi consensuel entre les différents groupes, etc. C'était une première. Ce qu'il faut savoir, c'est que fonder un programme comme ça coûte de l'argent, et que, par exemple, il m'a fallu 3 ans j'ai fait ça avec un collègue de l'IRSTEA, pour décider les gens à financer ces recherches. Et maintenant, je suis hyper heureux de voir que finalement, Regard est la prolongation du programme Étiage et que tout ça marche bien. On avait un petit avantage à Étiage, c'est qu'on travaillait tous ensemble. Et on avait 3 réunions par an où chacun exposait ses recherches aux collègues. Et ça, c'était peut-être la première fois que sur l'estuaire de la Gironde, on avait un panel de chercheurs d'horizons très différents qui travaillaient ensemble sur le même sujet. Et Regard, le seul défaut que je trouve, alors qu'ils font des choses formidables, c'est que plusieurs chercheurs ont pris leur programme à eux, ils le gèrent et ils ne s'occupent pas trop de celui des autres. Et je trouvais que les échanges qu'on avait étaient très riches dans Étiage parce que, justement, on échangeait beaucoup. Seul problème, le chercheur, par moment, est un peu râleur. Et donc, il y avait quelquefois des réunions qui étaient un peu vives. Mais n'empêche que ça a bien marché. Juste pour compléter, peut-être avec une note un peu plus pessimiste, les stations d'épuration, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'il y a des nouveaux médicaments qui sortent, mais c'est pareil pour tout. Parfois, il y a des molécules, on se rend compte de l'impact négatif sur les écosystèmes et sur la santé. Du coup, il y a des normes restrictives qui les interdisent. Mais du coup, les fabricants les remplacent la plupart du temps par d'autres molécules nouvelles. Donc en fait, on a sans arrêt des polluants, ce qu'on appelle les polluants émergents, donc des nouvelles molécules dont on ne connaît pas l'impact, dont on n'a pas forcément les moyens pour les analyser. Donc voilà, c'est très compliqué en fait de retirer tous ces polluants des stations d'épuration. Moi, j'aimerais bien connaître votre point de vue par rapport à l'impact des barrages sur l'oxygénation des eaux, mais aussi sur la retenue des particules en suspension en amont du barrage. Oui, je n'ai pas compris la question. Tu veux savoir si on a des infos là-dessus? Oui, voilà, l'impact du barrage. Oh, ben oui, il y en a forcément. Mais dans nos régions ici, c'est pas dramatique. C'est très très dramatique, par exemple, sur les barrages qui ont été instaurés partout au Brésil. Pourquoi? Parce qu'ils ont des fleuves énormes. Il n'y a pas que l'Amazone, mais la moindre petite rivière, elle est un débit 10 fois supérieur à ce qu'on a nous dans la Garonne, là. On est à 600 mètres cubes secondes, l'Amazone en est à 100 000 et beaucoup des tributaires, c'est 30 000. Au Brésil. Et alors, ils ont installé des barrages partout pour produire de l'électricité, mais là, c'est vraiment une catastrophe parce que derrière les barrages, tu imagines tout ce qui arrive des Andes, machin, etc. Ce sont des degrés d'érosion absolument extraordinaires. Donc, il y a des cumuls de matière derrière les barrages énormes. Là-dessus, tout ce qui est végétation, etc., ça fermente, ce qui fait que tu as des taux d'émission de CO2, de CH4, etc., qui sont extraordinaires. Ça veut dire là aussi que les sels nutritifs travaillent derrière les barrages, etc. Et ce qui s'est passé souvent, c'est que dans la partie aval de ce qui va arriver à la mer, tu n'as plus de sels nutritifs. Ça veut dire que toutes les populations biologiques qui étaient là, qui vivaient bien, il y avait des pêcheurs, etc., eh bien, elles ne sont plus là. Elles n'ont plus rien à boulotter, donc elles vont ailleurs, et ça veut dire que les taux de pêche, etc., ont été totalement perturbés. Et localement, ici, dans
Ah, localement ici, moi j'ai pas trouvé de trucs sensibles quand on a fait amont, aval de plusieurs barrages à chaque fois. Bon, c'était à peu près pas d'impact vraiment affirmé. Il peut y avoir des moments, des situations temporelles qui font que, en effet, il peut y avoir un impact, mais il est relativement modéré. Chez nous, c'est modéré. Ah oui, oui, ça c'est autre chose. Oui, là, eux, c'est pas pareil. Oui, je voulais compléter les propos qui ont été tenus sur le changement, un peu l'accompagnement de famille dans le cadre du programme Regard sur les changements de pratique par rapport à ce qu'on aimait dans les eaux usées. Je suis sociologue au LIR, donc le centre de recherche de Suez, donc je ne suis pas là depuis très longtemps au LIR, mais c'est plutôt ma collègue qui suit le programme Regard. Mais ce que je vois en tout cas pour les sciences humaines et sociales dans ces sujets-là qui montent en puissance, c'est justement toute la manière dont on va pouvoir étudier ces changements de pratique et comment on va les accompagner. C'est quelque chose qui nous est de plus en plus demandé, à la fois par d'autres chercheurs qui ont des métiers plutôt dans les sciences dures, entre guillemets. C'est quelque chose dont nous sollicite de plus en plus les collectivités qui veulent améliorer le service de distribution d'une bonne qualité des eaux. C'est également les gestionnaires, les métiers de Suez, les gens qui travaillent en station d'épuration s'interrogent également pour améliorer leur métier. Et on voit qu'on est au cœur de quelque chose qui est en train d'évoluer. Les familles qui ont été recrutées pour changer leur comportement de pratique, on voit déjà qu'on pensait avoir que 20 familles. Et donc, en tant que sociologue, on dit, bon, si on a au moins 20 familles motivées pour suivre comme ça, peser sa crème tous les matins, on sera bien content. On se voit qu'on a eu quand même 80 familles. Donc ça, c'est quand même un signal quand même qui est assez fort. On voit qu'il y a même un intérêt, à envie de changer ces pratiques. Deuxième chose que je regarde un petit peu par rapport à ce programme, c'est par contre qu'il y a un petit peu, on est perdu dans comment on va faire pour changer nos pratiques. Les gens nous racontent... mais maintenant, je suis au supermarché, mais avant, je passais 1 heure, maintenant, je passe 2 heures, je lis des étiquettes, je suis perdue, j'aimerais savoir quelle est la meilleure manière de changer mes pratiques. Et donc, on voit que les familles nous remontent à travers les applications ou les mails avec notre post-doctorante, qui nous disent, bon, maintenant, on veut aller plus loin, mais comment on va faire? On a l'impression de gravir une montagne et on ne sait pas par quel chemin y arriver. Donc ça, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Et pour compléter un peu les types de rejets, on a parlé un peu de la micropollution, donc des petites traces infimes de médicaments, mais qui sont quand même présentes. On a parlé un peu des graisses, et aujourd'hui, il y a aussi un nouvel enjeu, c'est les lingettes. Donc les lingettes, elles sont partout présentes autour de nous. Elles sont démaquillantes, elles sont hydratantes, elles sont désaltérantes, elles sont antibactériennes, et on les retrouve énormément dans les réseaux d'assainissement. Ça fait des énormes bouchons qui coûtent aux collectivités, qui coûtent à nos métiers. Et elles sont imbibées d'une quantité de produits. Et finalement, elles se retrouvent aussi dans le milieu naturel, parfois même en tant que matière textile, parce que c'est des textiles qui sont des textiles de fibres très difficiles à dissoudre. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a la graisse, la micropollution et peut-être un futur chantier autour de la lingette. Et on accompagne, on cherche des méthodes pour... à la source, que les gens arrêtent de jeter les... C'est un enjeu. L'idée, c'est qu'on part de la source, on essaye de faire monter en épingle la problématique par nos connaissances, et l'idée, c'est de remonter, de travailler à l'échelle nationale et travailler avec les lobbies des lingettes. Mais c'est un autre chantier à plusieurs années. Moi, j'ai envie de poser la question que tout le monde a en tête. À quelle date on pourra remanger une aloe grillée de la Garonne? Voilà. Et j'ai une autre question. J'avais vu dans Science et Vie il y a quelques années, je crois que c'est pour la science ou un truc comme ça, une étude sur l'impact des concentrations d'œstrogènes sur les sex ratios de batraciens, qui avait tendance à mettre un bazar terrible dans toute la... Je ne sais pas si ça continue, ces impacts-là. Si. Ça a été mesuré dans l'estuaire, il n'y a pas de problème. Alors je dois, juste un tout petit aparté, je dois une grande excuse au LIR, parce que quand j'ai dit que Étiage, par exemple, on l'a fait entre l'université et le CEMAGREF à l'époque, il y avait aussi le LIR.
Et le LIR, souvent, c'est vrai, dans nos propos, on oublie de le nommer en tant qu'organisme participant. Pourquoi ? Parce que le programme étiage, à la base, on l'a fait financer par la Lyonnaise. Et le LIR n'existait pas à Bordeaux quand on a monté le programme étiage. Et le LIR est arrivé au moment où étiage démarrait. Et à ce moment-là, le LIR est devenu aussi un partenaire scientifique. Ce n'était plus un partenaire uniquement financier, non, c'était un partenaire scientifique. Mais c'est le petit concours de circonstances là, qui s'est produit. Voilà. À la LOS, non, je peux pas donner de date, mais on travaille beaucoup sur ces problèmes-là. Et Madame Rabic, c'est notre... je veux dire, le réseau Mageste, les stations de mesure en continu, c'est grâce à Madame Rabic. Si on a gagné 1 an, il m'a fallu 3 ans de lutter pour avoir le programme étiage. Et on avait dit, c'est la Lyonnaise des Eaux, c'est la communauté urbaine de Bordeaux, c'est l'agence de l'eau et c'est les fonds FEDER. Et puis l'agence de l'eau s'est dégonflée, donc on a dit, ça sera Lyonnaise, etc. Et... Par exemple, pour la Cube, ça a été monstrueux d'avoir un rendez-vous pour discuter avec les gens. Au bout d'1 an, je n'avais toujours pas de réponse, alors que les autres avaient dit « OK, on paye ». Et j'ai été obligé de m'installer devant le bureau de Feltès à l'époque, président de la Cube. Je suis arrivé à 8h du matin. J'ai dit à la secrétaire « Madame, je ne pars que quand j'aurai vu M. Feltès. Donc je reste là ». À 12h30, il m'a pris dans son bureau, on a discuté pendant 1h30 et il a eu cette phrase politicienne monstrueuse, Monsieur Etchebert, quel dommage que vous ne soyez pas venu me voir avant. Je lui ai raconté que j'avais envoyé 50 mails. Mais bon, il faut de la patience et maintenant, là, le fait que je sois plus optimiste, c'est que ça a l'air de marcher beaucoup mieux. Les contacts sont fréquents, etc. C'est un grand progrès, ça. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît ? Voilà, je voulais vous remercier d'abord pour vos interventions éclairées, parce que moi, je suis un néophyte et ça m'a apporté énormément de choses de vous entendre. Et je voulais faire une remarque quand même, c'est que, bon, vous avez créé des sortes de familles de témoins qui utilisent des produits, on essaie de les persuader de les utiliser à faible dosage, etc. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant aussi d'attirer l'attention justement des gens, du commun des mortels, sur la nocivité des produits qui sont vendus dans les supermarchés et tout ça, et d'essayer de créer des réseaux parallèles comme on le fait dans l'alimentation pour persuader les gens d'utiliser ces produits-là, et donc automatiquement de pousser les industriels à ne plus produire des produits qui sont hyper nocifs. Voilà ma logique en quelque sorte, voilà ce que je voulais dire. Vous avez compris, je parle très vite. Hein. Voilà. Plutôt que d'essayer de doser des produits nocifs, peut-être les pousser à utiliser des produits qui ne sont pas du tout et améliorer la qualité de l'eau de cette manière-là. Oui, c'est un peu l'idée aussi, j'ai envie de dire. C'est en gros les sensibiliser sur la toxicité de ces produits-là et des molécules qu'ils peuvent contenir. On a édité d'ailleurs, nous, notre asso, un petit mémo là, des suspects qui vous reprend toute la liste. Alors c'est les noms barbares, hein, mais du coup qu'on peut retrouver dans les cosmétiques. Après, vous les trouverez pas dans les produits d'entretien parce que il n'y a pas le détail dans les produits d'entretien, c'est bien le problème. Mais en sensibilisant, il n'y a pas que nous, hein, il y a plein d'assos qui font ça. On est de plus en plus nombreux. Et justement, il y a dans les médias aussi, il y a beaucoup d'émissions autour des perturbateurs endocriniens, c'est limite anxiogène même. Hein. Il y a eu encore là c'était quoi, il y a 2 semaines sur la chaîne parlementaire une émission sur c'était Maison Poison, donc sur la pollution de l'air domestique, mais du coup qui reprenait aussi beaucoup de choses similaires, parce que l'eau et l'air c'est intimement lié. Donc oui, l'idée c'est évidemment d'informer les gens de façon globale sur tout ce qu'on peut trouver dans ces produits industriels et les inciter à s'orienter vers des produits soit écolabellisés, même si c'est pas parfait, c'est déjà mieux, voire des produits qui sont naturels et sans danger pour l'environnement et la santé. En espérant que les industriels et les fabricants
puisse réagir à un moment donné. Mais enfin là, voilà, c'est toute la problématique. Tant qu'il n'y a pas de normes, tant qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, là c'est un problème plus global, je dirais, et politique. Je prêche pour ma paroisse, mais on essaie d'être optimiste. Je prêche pour ma paroisse. Je vais inviter monsieur à s'abonner au mensuel Que Choisir, qui régulièrement désigne les cosmétiques, pollution de l'air, etc. Régulièrement prévient les gens. Oui, complètement. Il y a pas mal de numéros de l'UFC Que Choisir, de 60 millions de consommateurs aussi. Vous avez plein de numéros qui permettent d'informer les usagers, les consommateurs sur les différents produits et les molécules qu'on peut trouver dedans, mais aussi lesquels sont plutôt bien répertoriés, bien notés, voilà, en essayant de trouver des leviers d'action et pas seulement dénoncer. Ils sont aussi dans le mieux agir et le mieux consommer. Et d'ailleurs, aussi sur le UFC que Choisir a publié, je l'ai vu hier, une carte de la qualité de l'eau du robinet. Ils ont fait une étude sur l'eau potable dans plein de communes. Je crois qu'il y en a 30 000. Du coup, c'est une carte interactive que tout le monde peut consulter et qui est plutôt bien faite. Voilà. Oui, je voulais revenir sur les économies de l'eau de l'Éocène, là, parce que j'avais suivi d'assez près notre contrat avec notre délégataire en 2009, quand on l'a élaboré. Et pour économiser l'eau, on avait travaillé plusieurs idées. La première, très importante, et je crois que c'est une question qui se pose à tous les syndicats qui gèrent de l'eau, c'est d'améliorer les rendements. C'est-à-dire que nous, à Libourne, par exemple, on utilisait 70% de l'eau que l'on tirait de l'Éocène. 30% étaient perdus dans la mauvaise qualité des canalisations. Et donc, dans le contrat, on a élaboré avec la Lyonnaise un protocole qui permettait de monter à 85%. Et on est à l'heure actuelle à 85% d'eau utilisée. Et si je dis ça, c'est parce que dans beaucoup de syndicats d'eau, on ne fait pas suffisamment attention à la qualité des tuyauteries, à la surveillance des fuites. Et donc, il y a énormément de cette eau qui est perdue. Et donc, une des batailles à mener, c'est de limiter les fuites, à la limite de se rapprocher de 100%. Une ville comme Paris, dont les canalisations sont très visibles dans le sous-sol, est à 95%, je crois. Mais donc, beaucoup de syndicats ont beaucoup de progrès à faire dans la meilleure utilisation des eaux. Ça a été la première idée. Mais on en a eu une deuxième. Gilbert Mitterrand, à l'époque, avait beaucoup bagarré sur cette question. C'est de faire un prix de l'eau qui soit variable. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire gratuit les 200 premiers mètres cubes. Ils sont très peu chers. Et puis, on a augmenté le prix de l'eau en fonction de la consommation, de façon à ce que les gros consommateurs paient plus cher l'eau que les petits consommateurs qui simplement s'en servent pour faire vivre et nourrir ou boire leur famille. Donc, on a travaillé cette question du prix de l'eau. Alors, bien sûr, on a fait aussi un peu ce que vous proposez, c'est-à-dire informer les gens, essayer de faire en sorte qu'ils économisent l'eau, distribuer des dispositifs d'économie d'eau, ne serait-ce que pour les toilettes ou comme cela. Mais il resterait une idée à creuser, à mon avis, que nous, on n'avait pas fait, mais qui est intéressante. C'est d'essayer d'utiliser pour certains usages les eaux de puits. Le problème, c'est pour l'arrosage, par exemple, mais pas simplement. Peut-être pour les piscines, peut-être pour les toilettes. Alors à ce moment-là, ça pose des problèmes très complexes. En particulier, il faut que les puits soient déclarés, il faut que les puits soient vérifiés. Et déclarer, vérifier, c'est-à-dire quelque part, il faut que l'élimination des eaux de puits puisse être comptabilisée de façon à ce que l'eau soit payée. Alors, ça pose des problèmes très compliqués où là, on ne s'est pas aventuré, mais ça reste, à mon avis, une perspective. En tout cas, économiser l'eau de l'Éocène, pour nous, c'est vraiment très important pour éviter effectivement que les niveaux baissent trop et que le temps puisse faire son œuvre et la reconstruire. De toute façon, tous ces problèmes, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver parce que, comme vous dites, la démonstration des baisses de niveau, etc., est incontestable et il va falloir prendre les réactions voulues. Autrefois, on ne s'en préoccupait pas du tout. On pompait et puis on pensait que c'était éternel. Maintenant, on fait totale machine arrière sur ces problématiques-là. Et c'est là que je me dis, le fait qu'on soit là, groupé, chaque fois, scientifiques, gestionnaires, etc., c'est ça qui va nous sauver, quoi.
Pour rassurer monsieur, moi j'ai un gros consommateur qui paie l'eau 2 fois moins cher que vous et moi. Est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est normal? Mais non. Quand je dis un gros consommateur, c'est 300 000 mètres cubes, hein, c'est pas... Comment? Oui. Je peux vous en parler? Oui, oui. En parler? Non, Apprenons. Je suis venu là avec un dossier, justement, dont je m'occupe depuis longtemps. C'est Que Choisir, hein, moi. C'est Que Choisir depuis 30 ans, du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Nous avons sur une commune voisine la fromagerie des Chaumes. Peut-être que certains connaissent. C'est le groupe Bongrain, hein, etc., une fromagerie industrielle qui consomme. Donc, alors, nous avons un SIAP, un syndicat intercommunal d'adduction d'eau, qui puise 1 million 200 000 mètres cubes, qui en redistribue 900 000, puisque, comme disait monsieur, on en comptabilise à peu près 75% par rapport à ce qu'on puise. Le reste se perd un petit peu dans la nature. Et la fromagerie des Chaumes consomme effectivement un tiers, 300 000 mètres cubes sur 900 000 mètres cubes de l'eau qui est comptabilisée par ce syndicat. Sauf que quand je leur ai fait un courrier, encore en ce moment, Que Choisir justement mène une campagne SOS, EAU, SOS, etc. Bon, enfin, et pour ces problématiques de la ressource, j'ai fait un courrier à la direction de la fromagerie des Chaumes en leur demandant très gentiment, j'espère que, vu la baisse de niveau, parce que nous, là aussi, on puise dans les nappes profondes, etc., vu les baisses de niveau, vu l'avenir de la fromagerie, parce qu'après tout, aussi, s'ils puisent sans compter, un jour, s'ils n'ont plus d'eau, ils pourront plus faire leur fromage. Je mets fromage entre guillemets, hein. J'ai eu une réponse en disant passez votre chemin, il n'y a rien à voir, enfin 4 lignes en disant tout se passe très bien chez nous. Et donc après j'ai creusé un peu la question et effectivement je m'aperçois qu'en plus non seulement ils font, je sais pas, j'espère qu'ils font des choses pour recycler au maximum et proprement et tirer le moins possible d'eau, mais quand je sais qu'en plus, il la paie 2 fois moins cher que le consommateur moyen, ça m'interpelle beaucoup, quoi. Hein. Sans compter que, vu cette installation industrielle, la collectivité a des contraintes de devoir fournir une eau au top, si je puis dire, avec donc des contraintes supplémentaires, qu'un réservoir d'eau supplémentaire a été construit pratiquement à leur intention il y a 7 ou 8 ans. Il y avait le réservoir de 500 mètres cubes qui était au-dessus de chez eux. Il se vidait 3 fois par jour, donc c'était en flux tendu constamment. La collectivité, c'est-à-dire le consommateur qui, lui, paie le prix fort, a dû construire un réservoir supplémentaire 3 fois plus grand. Donc je veux dire, il y a des coûts pour la collectivité qui sont occasionnés par une industrie qui veut rien nous dire sur ce qu'elle fait ou ne fait pas pour protéger la ressource en eau. Madame. Un peu gêné pour répondre, dans la mesure où ça n'entre pas trop dans nos prérogatives de gérer ce genre d'affaires. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même des organismes qui doivent être à même de gérer ce genre de conflit, quoi. Alors, cerise sur le gâteau, j'ai fait des comparaisons de prix sur une vingtaine de collectivités. Très diverses. Nous sommes les plus chers en plus. Nous sommes les plus chers tant au prix de l'abonnement. Vous savez, l'abonnement, c'est le prix que vous payez, même si vous n'utilisez pas le truc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre premier mètre cube, nous, on est à 115 € par an d'abonnement, c'est-à-dire mon premier mètre cube, il me coûte déjà 115 €, quoi. Hein. Et après, on est à 2,79
le mètre cube. J'ai fait 20 comparaisons avec d'autres syndicats, collectivités, etc. On est les plus chers. Alors peut-être que c'est pour justement compenser, c'est ce que je me dis, moi, hein, bêtement, c'est peut-être pour compenser ce que la fromagerie des Chaumes ne paie pas, quoi. Mais c'est une mauvaise idée, c'est à Véline, oui. Ça n'a rien à voir avec les histoires de Véline, par ailleurs. Comment ? C'est le même canton, c'est le même syndicat. Non, non, c'est le même syndicat. L'affaire des eaux de Véline, je peux vous faire une conférence dessus si vous voulez, mais c'est autre chose. Non, mais j'en parlerai avec difficulté parce que je ne connais pas ce genre de gestion. Quand vous dites que d'une commune à une autre, il y a des différences énormes, etc., ces genres de comparaison de prix, etc., doivent être étudiés quand même. Ah bon ? Parce que ça dépend quand même. Mais ça doit être couvert quand même, ce genre Non, de... enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences de prix entre les différents syndicats. Ça dépend de beaucoup de paramètres en réalité. Hein. Oui. D'abord, finalement, à la campagne, si on fait un tout à l'égout, c'est beaucoup plus cher. Parce que pour faire une conduite, on dessert 3 maisons, alors qu'en ville, on fait 3 immeubles. Donc, Oui. si vous voulez, il y a des variantes très importantes entre un syndicat citadin et un syndicat de campagne. Et puis, bon, il y a des politiques différentes. Hein. Nous, je vous ai dit, à Libourne, on a essayé dans le dernier contrat de limiter les fuites, ce qui a demandé de discuter sérieusement avec le délégataire, de lui imposer des conditions presque draconiennes pour qu'il passe de 70 à 85%. Et dans le prochain contrat, il faudra essayer de gagner 5%. Parce que là, il se repose sur ses 85% depuis déjà 3-4 ans. Il ne fait plus rien. Et donc, il faudrait vite qu'on fasse un nouveau contrat pour lui faire un effort. Mais tous ces efforts ont un coût. Parce que quand il faut changer les canalisations, quand il faut les surveiller, réparer des fuites, c'est vrai que si on ne surveille pas les canalisations, si on ne les modernise pas et si on ne répare pas les fuites, ça peut ne rien coûter. Mais il y a des perditions terribles. Tout dépend comment on entretient son réseau. Et donc, effectivement, les syndicats sont très variables. Et puis, bien sûr, il y a cet éternel débat entre les régies et les délégations de services publics à des entreprises privées. Hein, il y a des comparaisons, là, de masse qui sont faites. Hein. En général, les régies sont quand même moins chères. Par contre, je ne suis pas sûr que les contraintes de fonctionnement qu'on impose à des régies soient les mêmes que celles que certains syndicats imposent à leurs délégataires. Il y a une grande variabilité, effectivement, des situations qui expliquent une variabilité des prix. Nous, par exemple, à Libourne, on va avoir un renchérissement très important du prix de l'élimination de l'eau, du prix du traitement des eaux usées. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus rejeter d'eau de pluie, de petite pluie, dans la Dordogne et dans l'île. Donc il faut qu'on fasse un nouveau système, sans doute une station, un bassin de rétention, enfin des investissements très importants, en plus dans la Bastide, et donc ça va renchérir le prix de l'élimination de l'eau. Donc tout le monde n'a pas ce problème. Hein. Un village comme Villefranche-de-Longchamp ou Véline est quand même un peu plus loin de ses rivières, à moins de rejets dans sa citadin, et donc, si vous voulez, beaucoup moins de difficultés à traiter. Donc il y a une grande différence, effectivement, du prix de l'eau. Par contre, il va y avoir la loi NOTRe nous impose de gérer l'eau au niveau des communautés de communes et au niveau des agglos. Et donc, il y aura une homogénéisation, pas forcément d'ailleurs dans le bon sens pour tout le monde, une homogénéisation des prix. Et par exemple, nous, dans Libournais, au niveau de l'agglo, on va avoir des zones extrêmement campagnardes, les Églisottes, Coutras, mélangées avec des zones citadines. Donc, le prix de l'eau n'est pas le même actuellement, et il sera le même, demain, sans doute. Il faudra quand même beaucoup de temps pour homogénéiser tout ça. Mais enfin, si vous voulez, il y a des contraintes diverses, des gestions diverses, et une manière de se situer plus ou moins méticuleuse par rapport, ne serait-ce qu'à cette volonté d'économiser l'eau, et qui explique souvent le prix très différent. Et dans le personnel des syndicats, dans le personnel, les gens qui participent aux travaux d'un syndicat donné, il y a des élus là-dedans. Ah ben c'est forcément géré par les communautés de communes ou les mairies, et donc par les élus, bien évidemment. Oui, c'est ça.
Mais non, quand vous dites ils s'en foutent, ils ne devraient pas. Je vais peut-être un peu fort, mais enfin, la catastrophe suit, c'est une allusion tout à l'heure, parce que bon, je peux vous entretenir aussi d'une catastrophe qu'a eu ce syndicat il y a maintenant une trentaine d'années, qui nous a compté 28 millions de francs à l'époque, c'est-à-dire 4 millions et quelques d'euros, qui ne sont pas payés par ce qu'on fait actuellement dans le statut de l'eau. On les a payés par les impôts antérieurement. C'est parce que justement les élus n'ont pas fait ce qu'il fallait. On votait avec un bandeau dans les yeux. Hein. Mais malheureusement, ils continuent à le faire. Moi, ce que je constate, oui, bien sûr. Non, mais quand même, ce que je constate, c'est que la délégation de service public est très largement utilisée. Elle a plusieurs inconvénients, à mon avis, et d'ailleurs, à Libourne, moi, j'avais bagarré pour qu'on refasse une régie, mais elle a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que à partir du moment où on a fait un contrat, pendant toute la durée du contrat, on ne réfléchit plus trop à ce qui se passe, quoi. Et disons que le contrat est figé à l'année N0 et il est fait pour 5 ans, 6 ans, 10 ans. Quelquefois même, il y a eu des contrats très longs, de 20 ans. Nous, à Libourne, en 2009, on sortait d'un contrat de 20 ans. Donc pendant 20 ans, les conditions initiales du contrat n'avaient pas été du tout interrogées. Et donc, il y avait une espèce de paralysie de la réflexion, très largement favorisé par le mécanisme de la délégation. Parce qu'à partir du moment où on a un délégataire, on se repose sur lui, quoi. Il a un spécialiste, ils ont des spécialistes, et donc finalement, ce monsieur n'a pas tout à fait tort. La tendance est de se laisser porter par le contrat, les contraintes qu'il a mises ou pas au début, et finalement, on se laisse un peu vivre durant la durée du contrat. C'est pas parce qu'on a un délégataire qu'il faut effectivement rester les yeux fermés et les oreilles bouchées, vous voyez. Et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, Gilbert Mitterrand, conscient de cet inconvénient qu'on lui avait fait largement remarquer, notamment la minorité de la majorité de l'époque dont j'étais, il avait institué une régie de contrôle du contrat. Et donc, on a à Libourne une régie de contrôle. Alors, le problème, c'est qu'elle se réunissait tous les 3 mois au début, puis maintenant, c'est tous les ans. Donc, on voit que le contrôle, même chez nous, où on a été assez vigilant au début, a tendance à s'estomper un peu. Et il va bientôt être temps qu'on renégocie un nouveau contrat. Mais ça sera sans doute dans le cadre de l'AGLO la prochaine fois, où vont se poser des problèmes très compliqués, puisque le délégataire n'est pas le même selon les différents syndicats. Il y a même une régie à Saint-Médard-de-Guizière. Donc finalement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça sera sûrement l'occasion d'une bataille politique importante. Alors, au niveau de l'agglo, la démocratie est plus difficile à faire vivre qu'au niveau d'une commune. Il ne faut pas se faire d'illusions. Toute délégation des compétences, y compris au niveau des élus, rend la vie démocratique plus difficile. C'est plus difficile d'avoir une vie démocratique, à mon avis, au niveau d'une agglomération où il y a 45 communes, avec un certain nombre de maires, de conseils municipaux. La force du bureau communautaire est très forte, du président est très forte. Les conseils communautaires ont beaucoup plus de mal à s'exprimer que dans une commune, vous voyez. Alors, le fait que l'eau va être gérée au niveau des agglos, à mon avis, ça rendra plus difficile la gestion citoyenne des problématiques de l'eau. Alors reste à espérer quand même qu'il y ait une vie citoyenne. Alors je crois que le contrôle, c'est la vie citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'intéressent. Pour ça que les réunions comme aujourd'hui sont importantes, parce que même s'il n'y a pas tant de monde que ça, parce qu'effectivement, il faut que les citoyens s'intéressent à la vie de leur ville, à la vie de leur agglomération, et notamment sur des problèmes aussi sensibles que celui de l'eau. C'est pour ça que je remercie la présidente d'avoir eu l'initiative d'organiser cette réunion, qui, à mon avis, est indispensable. Et qui choisit la durée des contrats? Alors ça, c'est une bataille aussi. Et nous, par exemple, à Libourne, nous sortions d'un contrat de 20 ans, et donc on a beaucoup bagarré pour avoir un contrat court. Et donc on a eu un contrat de 7 ans, donc normalement il est fini. Malheureusement, c'est tellement compliqué de refaire un nouveau contrat que notre maire actuel a décidé de repousser. On a prolongé le contrat sans discussion de quelques années pour que nous ayons à le renégocier à partir de 2020, c'est-à-dire dans le mandat municipal suivant. C'est-à-dire qu'on a évité de se reposer trop tôt la durée courte de ce contrat. Et on avait voulu une durée courte justement pour revenir sur l'inconvénient qu'un contrat fixe les choses et que la vie évolue, et donc il vaut mieux qu'un contrat court pour pouvoir faire vivre le contrat. Alors là, on l'a reproduit, nous, à Libourne. Pourtant, on était de bons élèves de la réflexion, mais on ne l'a pas été tellement dans ce mandat. Et donc, on a reproduit sans réfléchir notre contrat, et qui, d'ailleurs, n'a pas de règles nouvelles, et en particulier sur le 75%
que le délégataire a obtenu assez rapidement, on le dépasse plus. On est passé de 75 à 85 et le 85, au but, on ne fait plus d'efforts au-dessus de 85. Le délégataire estime que le contrat de 2009, il suffit bien. On verra en 2020. Donc on a intérêt, à mon avis, à avoir des contrats courts, mais ceux qui demandent une vie démocratique très active. Le problème, effectivement, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le manque d'intérêt du citoyen. C'est exactement le même problème que pour les ordures ménagères. Les gens, ils ont une poubelle, ils mettent leurs ordures dedans, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe après. Mais pour l'eau du robinet, c'est un peu pareil. Il y a le robinet, il y a l'eau qui coule, et puis après, ça vient, Mais c'est toute la question d'arriver à mobiliser. On vous remercie beaucoup d'être venus, parce que c'est important aussi dans ces débats de partager la présence. Là, on a le monde associatif, le monde de la recherche, les collectivités avec les élus, et c'est ce qui permet d'avoir la discussion. Et une des grandes difficultés, c'est de toucher ces différents acteurs et les individus. Alors, le manque d'intérêt, là, c'est l'anthropologue qui va parler de santé publique, mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus difficile, quel que soit le sujet, même l'accès aux soins, quand on veut que les personnes soient observantes dans un traitement, on se dit que c'est évident et c'est pas le cas. Et c'est pas un manque d'intérêt, c'est comment on fait pour donner accès à une information et comment les gens la reçoivent, comment ils l'intègrent dans leur pratique. Et je suis sûre que là, si on fait le tour de la salle, on est tous sensibilisés. Est-ce que chacun d'entre nous utilise uniquement et exclusivement des produits qui sont cohérents avec ce qu'on souhaiterait pour préserver l'environnement? Je ne suis pas certaine qu'on soit nombreux à pouvoir lever la main, à pouvoir faire du 100%. Et c'est pas qu'on n'est pas intéressé. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre avec tout cet univers qu'on évoquait. Ce serait pratique si on pouvait dire que les lobbies ne fournissent plus ou telle entreprise les lingettes. Les lingettes, ils ressortent, mais ça fait depuis qu'elles sont créées qu'on sait qu'elles ont une toxicité, même pour notre épiderme en oncologie, on travaille sur ces sujets, et elles ont des conséquences dans les canalisations et dans l'eau. Donc si on remonte les maillons, alors je dis les lingettes de façon globale parce qu'il y a une variété de lingettes, mais malgré tout, il y a plein de problèmes que nous connaissons depuis très longtemps au niveau même des risques oncologiques et qui sont dans la pratique pas encore mis en œuvre. Alors c'est vrai que des réunions, comme vous dites, on n'est pas très nombreux, c'est pour ça je le précise qu'on a filmé. Ce sera mis en ligne parce qu'il y a des personnes qui ont envie de savoir et qui n'ont pas le temps. Et le travail éducatif que vous faites en association, c'est un travail de fourmi. Et tout, ça paraît simple quand on en parle, parce qu'on a l'impression qu'il suffit qu'on dise, et ça paraît tellement évident. Et finalement, c'est du travail de longue haleine, de fourmi, et il faut être nombreux. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi, Claire, d'être venue, parce que c'est de se fédérer aussi entre petites ou grandes structures associatives, mais tout le monde est tellement pris par le temps, et il y a tellement à faire, que le fait de pouvoir se retrouver dans des temps où on se rencontre, parce qu'en plus, comme tout le monde travaille, on n'a pas toujours le temps de se rencontrer. Donc, merci beaucoup d'être là, c'est l'occasion. Et je voulais, du coup, peut-être proposer, parce qu'une des démarches, notre association est récente, elle a 1 an. Donc, on commence à mettre en place il y a beaucoup d'envie, des actions qui commencent. Et donc, on a le petit rituel du tableau, je demandais à Christine, mais ne serait-ce que là, dans ce temps, on avait dégagé, avec Henri Etcheber en premier lieu, un des projets, c'est de mettre en œuvre en équipe, on peut le mettre en projet, justement, le travail avec les collèges et les lycées, en projet, avec les collèges et les lycées, de refaire cette tentative d'accompagnement pour œuvrer sur les mesures de l'eau. Et Bernard Favre, qui a travaillé avec Cap Science, justement, est rentré dans un comité d'éthique et technique pour qu'on œuvre dans la réalisation d'un accompagnement. Il y a déjà un lycée qui est partant et on travaillera durant l'année à construire une idée de projet, sachant que l'objectif, puisqu'on a dit c'est un travail de fourmi, c'est pas de faire des projets d'1 an, mais sur du long terme et de s'inscrire dans le temps.
Et un deuxième thème, ça on pourra développer après les acteurs, mais on pourra le faire ultérieurement dans des ateliers aussi, c'est le projet Regard. On en a parlé beaucoup avec le LIR. Ça fait référence aussi, alors on peut le noter parce que la méthode, c'est Regard, le projet Regard. La méthode, elle est le fait aussi de rendre acteur le citoyen. Vous complétez, hein, mais je résume. Et ça rejoint un programme aussi qui est très intéressant. Il y a eu plusieurs programmes qui ont été développés comme ça. C'est les familles à énergie positive. On en avait parlé l'année dernière. Et qui a une dimension plus vaste au niveau national. On se l'était noté à Biotope Festival pour voir comment le mettre en place. Et ça demande du monde. Mais ce sont deux projets ou programmes qui ont l'avantage de mobiliser des familles chez elles. Et puis, il y a le fait de rendre acte régulièrement de ce qu'on fait. Vous êtes en train de tester, hein, si j'ai bien compris, en tant que citoyenne aussi. Et c'est vrai que le fait d'être mobilisée, de devoir rendre compte et d'avoir des mesures à faire, ça modifie quand même beaucoup les choses, parce que le fait d'écouter exclusivement a un côté un peu passif. On est récepteur d'une information. Quand tout d'un coup on rentre dans une dynamique, on devient un acteur. Et ça rejoint aussi ce que vous évoquiez sur les écoles. Les enfants écoutent les cours, ça rentre et puis ça ressort. Le fait d'être mis en pratique et de rendre quelque chose, on est acteur. Et là, on enclenche une modification de faire. Donc, je voulais qu'on les renote parce qu'on a évoqué avec le LIR et Bordeaux Métropole l'idée de peut-être, soit qu'il y ait on sorte de la métropole justement pour faire un petit test regard en milieu rural. Et si on ne peut pas l'intégrer, parce que ça a été un projet qui a été structuré depuis longtemps, que nous, on en fasse un mini regard et qu'on l'applique sur notre territoire. Et ce que j'aime bien avec la famille à énergie positive, c'est qu'il y a une sorte de petit concours positif où il y a des familles qui se mettent en groupe. Je ne crois pas que sur Regard, il y a les 80 familles inscrites. Et dans Famille à énergie positive, il y a des petits îlots de familles. Par exemple, il pourrait y avoir des familles à Libourne, des familles de Saint-Émilion, des familles de plusieurs villages qui sont accompagnées. Et puis, on compare les mesures des uns et des autres. Donc, il y a un côté un peu ludique et puis qui a l'intérêt de mettre en lien aussi les villes et les villages dans cet accompagnement. Et c'est rejoint ce que vous évoquiez. Ça paraît tout simple, mais en fait, c'est un travail de très, très longue haleine. Mais peut-être que ça ira plus vite au bout d'un moment, parce que les consciences sont là très fortement. On voit que les gens, c'est ce que vous évoquiez au LIR, les gens appellent, le questionnement est extrêmement présent. La complexité, c'est de passer de l'un à l'autre. Quand on va faire ses courses et qu'il y a une offre beaucoup plus facile, que trouver le vinaigre blanc, ça prend 10 minutes dans le rayon alors que le reste est accessible immédiatement. D'où l'intérêt de faire des petites coopératives pour avoir accès plus facilement à des produits choisis par les gens. Et ça, c'est pas toujours simple parce qu'il faut aussi que les collectivités ou les élus donnent accès à des lieux où on puisse stocker, par exemple, parce que si on doit payer des locations, c'est tout le système de l'économie. Hein. Payer une location de commerce, ça a un coût, donc on va devoir vendre plus cher le produit. Alors que s'il y avait des espaces où on peut avoir en accès des produits, ce serait moins cher et on pourrait faire des coopératives associatives. C'est toute une économie à penser, en fait. Hein. Mais ce qui est fait par beaucoup de monde, finalement. Comment ? Exactement, ça se développe de plus en plus. Mais il y a aussi le fait d'avoir accès aux informations, savoir que ça existe et de se... Donc, merci d'être là. Et à vous aussi du lire, parce que c'est important pour nous d'avoir... toutes ces informations et de les partager. Donc l'année prochaine, ça veut dire qu'on fera à nouveau quelque chose, un bilan de ce qu'on a pu élaborer ensemble durant l'année. Ça fera partie des thèmes aussi. Merci à vous. Alors, j'ai aucune idée du temps qui passe là. On a un peu de temps ou c'est vous qui nous dites ? 5 minutes. Bon. Ça doit largement suffire. L'histoire des lycées là, qu'on a fait travailler, c'était le CNRS qui me demandait donc de calculer l'érosion des sols au niveau du Grand Sud-Ouest, dans les différents bassins versants, etc. Donc l'idée, c'était de dire, OK, pour savoir combien
de sol est érodé, on va calculer combien de matière en suspension transite dans les différentes fleuves et rivières. OK ? Là-dessus, vous voyez, nos rivières bougent considérablement. On a 100 mètres cubes secondes en Garonne en étiage et on a 5000 mètres cubes secondes en crue. Bon, d'accord. Ça veut donc dire que si vous mettez un appareil automatique dans l'eau, vous ne le retrouverez jamais parce qu'à 5000 mètres cubes secondes, poup, il a été emporté par un tronc d'arbre, etc. Donc on ne le voit pas. Donc, seule possibilité, avoir des gens sur le lieu. Quand on me demandait combien amène le Tarn, l'Ariège, l'Aveyron, le truc, etc., il aurait fallu avoir des agents préleveurs partout. Quasiment impossible. Donc je me suis dit, on va demander à des gamins de faire ça. On a testé à l'Aréole pendant une année et les gamins se sont passionnés à aller chercher l'eau, à filtrer, machin, etc. Et on a mis ça partout et donc on avait des gamins qui nous prélevaient un prélèvement par semaine quand l'eau était normale, une eau claire, jolie, tout ça, pas beaucoup de matière, mais dès qu'il y avait une crue, ils nous faisaient 1 à 3 prélèvements par jour. Ils allaient là-bas et ils les filtraient, etc. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, nous, on avait, par chaque site, on avait des centaines d'échantillons, de trucs, etc. On allait les voir, etc. Et on s'était amusé, nous, les chercheurs, à leur dire, voilà, maintenant, si vous voulez faire les calculs, donc on leur apprenait à faire les calculs, on en a un peu bavé parce que là, les calculs étaient assez folkloriques, mais à la fin, on y arrivait très bien. Et les jeunes, là, ont fait ça pendant 3 années. Donc, on avait des banques de données phénoménales à la fin. Et ce sont les gens du lieu qui l'ont fait. Alors, ce que j'aimerais dans le futur, là, c'est qu'on dise les questions d'environnement, etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans des établissements de l'éducation nationale, il y ait un temps de temps prévu pour des actions environnement de la part des gamins, que ce soit eux qui fassent leur truc, l'élévation de la température. Pourquoi les gamins ne la mesureraient pas eux? Pourquoi pas eux? On leur ferait travailler un petit peu sur des banques de données anciennes pour qu'ils voient les dérives, et ensuite c'est eux qui le font. Quand on dit dans les journaux, oh là là, l'été ça a été terrible, c'est le plus fort depuis je ne sais pas combien de temps, pourquoi les gamins ne le feraient pas eux? Et là, ils s'en souviendront. Tandis que si on leur fait un cours en disant, bon, y a l'élévation de température, etc., ils disent oui, d'accord, et puis 1 heure après, c'est oublié. Tandis que s'ils faisaient leur truc, ils seraient acteurs. Et ça veut dire qu'après, leur comportement sera différent, parce qu'ils intégreront la chose. Et après, par contre, que des organisations comme Graines, etc., passent par derrière et leur fassent comprendre le travail qu'ils ont fait, eux, ça c'est bien aussi, c'est le complément, et il faut que ce soit fait aussi. Mais l'important surtout, c'est qu'on fasse d'eux des acteurs. Bon, j'ai fini. Merci. Claire Moras, Henri Etchebert, on va vous remercier. Je vous signale à tous que vous avez à disposition à l'entrée le mémo des suspects, dont Claire vous a parlé tout à l'heure, mais également donc ce marque-page du portail Santé-Environnement Nouvelle-Aquitaine, donc qui se rapporte notamment à l'eau et aux enjeux sanitaires autour de l'eau. Merci à tous.